Le crime de l'Orient Express. Mort sur le Nil. Ils étaient 10. Nous avons tous lu au moins un roman d'Agatha Christie ou regardé une des nombreuses adaptations de ses écrits pour la télévision. C'est sûrement l'une des romancières les plus prolifiques de l'histoire du Royaume-Uni. Les seuls livres qui se vendent mieux que ses romans sont les pièces de Shakespeare et la Bible. Elle a créé un genre de roman policier qui, à l'évidence, a toujours beaucoup de succès aujourd'hui. Au fil de ses romans, Hercule Poirot et Miss Marple nous ont conquis par leur sens de l'observation, leur finesse et leur intelligence. Mais comment un petit Belge moustachu et une vieille dame sont-ils devenus les détectives les plus célèbres du monde? Et quel était le secret d'Agatha Christie pour imaginer des intrigues toujours plus inventives? C'est la reine du crime. Ses intrigues sont exceptionnelles. Elle prend le lecteur par la main, l'entraîne dans un labyrinthe et le guide vers la sortie. Il ne sait pas exactement quel chemin il a emprunté, mais il a savouré le voyage. Un siècle après la publication du premier roman d'Agatha Christie au Royaume-Uni, et alors qu'Hollywood propose une nouvelle adaptation de Mort sur le Nil, nous allons revenir sur 10 des plus grandes œuvres de la romancière. Nous découvrirons également des archives conservées par sa famille. Pour moi, il y a deux Agatha Christie. D'abord, il y a le personnage public, connu de tous, et puis il y a la femme qu'on surnommait Nimar dans notre famille. Une personne adorable et très affectueuse. Nous lui donnerons aussi la parole. Et nous lèverons le voile sur la vie et les secrets de l'une des plus grandes romancières de l'histoire. On croit à la version des faits telle qu'elle nous la présente. Puis elle nous emmène dans une intrigue longue et complexe. Et à la fin, la vérité est révélée et on est complètement pris de court. Retour sur un siècle de gloire d'Agatha Christie. Agatha Christie est l'autrice de romans policiers la plus influente du monde. Elle a inventé la grande scène de la révélation finale. Le duo du détective et de son acolyte un peu naïf. Les fausses pistes et le meurtre, avec pour toile de fond un lieu souvent pittoresque et tranquille. Elle a ouvert la voie à tout ce qui s'est fait par la suite dans le genre policier, aussi bien au théâtre qu'à la télévision et au cinéma. Certaines séries lui doivent tout, comme Meurtre au paradis ou Les enquêtes de Vera. Inspecteur Barnaby. Jonathan Creek. Line of Duty. Son influence est vraiment partout. Ce rayonnement n'aurait pas été possible sans son premier roman, La mystérieuse affaire de Styles. Publié il y a un siècle aux États-Unis et au Royaume-Uni, il raconte un meurtre odieux commis dans une demeure de la campagne anglaise. Tout commence par un mystérieux colis livré à un éditeur de Vigo Street, dans le centre de Londres. Il contient le manuscrit du roman qui lancera un extraordinaire phénomène littéraire. Il s'agit du premier roman d'Agatha Christie. Quatre ans plus tôt, en 1916, alors que la guerre fait rage en Europe, Agatha Christie, alors âgée de 26 ans, épouse Archie. Le jeune homme part combattre au sein de la Royal Flying Corps. Agatha reste dans sa ville natale, à Torquay. Elle décide de participer à l'effort de guerre et s'engage comme infirmière dans un hôpital local. Pour passer le temps, elle écrit des histoires. En 2008, sa famille découvre des enregistrements oubliés d'Agatha Christie. Ces archives regorgent d'informations fascinantes. People often ask me what made me take up writing. You see, I put it all down to the fact that I never had any education. But I found myself making up stories and acting the different parts. And there's nothing like boredom to make you write. Un soir, alors qu'elle lit des romans policiers avec sa sœur, elle accepte de relever un défi. Madge a parié qu'Agatha ne réussirait pas à écrire un roman, et encore moins à le faire publier.
Et elle prend l'affaire très au sérieux. I'd finished the first book of mine ever to be published, The Mysterious Affair at Styles. La jeune femme n'aurait jamais imaginé devenir aussi célèbre, notamment grâce au personnage de détective à qui elle a donné vie dans ce premier roman. Il s'agit d'un Belge énigmatique, tiré à 4 épingles et doté d'une multitude de petites cellules grises. The Scarlet Pimpernel. It is believed that when this flower is open, it is a sign of a prolonged spell of the fine weather. It is seldom seen open in this country. À cette époque, beaucoup de Belges avaient fui le continent en guerre et trouvé refuge à Torquay. Elle a sans doute dû voir quelque chose ou croiser la route de quelqu'un qui lui a inspiré ce personnage. Hercule Poirot apparaît dans 33 romans, 3 pièces de théâtre et une 50aine de nouvelles. Mais dans la mystérieuse affaire de Styles, le personnage n'est pas vraiment mis en valeur. Poirot était un homme au physique extraordinaire. Malgré son petit mètre 62, il était l'image même de la dignité. Son crâne présentait une forme ovoïde et il tenait toujours la tête légèrement penchée de côté. Sa moustache cirée lui conférait un air martial. Le soin qu'il apportait à sa tenue était presque incroyable. Et je pense qu'il aurait souffert davantage d'un grain de poussière sur ses vêtements que d'une blessure par balle. Poirot n'a pas seulement un physique difficile. Ce héros peu conventionnel est aussi doté d'un caractère particulier. Affecté, méticuleux, arrogant, curieux, chaste, exaspérant, complexe. Son nom n'a pas été choisi au hasard. Agatha Christie s'est bien amusée quand elle l'a nommé Hercule. Elle a imaginé un homme chauve, de petite taille, qui a une moustache bizarre, un air affecté, un accent belge, et elle lui a donné le prénom le plus masculin qui soit, celui d'un dieu grec. Le personnage n'est pas entièrement défini. On ne sait pas grand-chose de son passé, de ce qu'il ressent ou de ce qu'il pense. Mais c'est délibéré. C'est le cerveau du roman. Le plus important, c'est sa matière grise. Dans ce premier roman, Agatha Christie imagine un détective curieux mais attachant et pose les premiers jalons d'un genre qui va séduire le public. Dans chaque histoire, un village de la campagne britannique est le théâtre d'une trahison, puis d'un meurtre. 100 ans se sont écoulés depuis la parution du roman La mystérieuse affaire de Styles, dans lequel Hercule Poirot apparaît pour la première fois. L'action se déroule en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Le capitaine Hastings est rapatrié en Angleterre après avoir été blessé au combat. Un vieil ami, John Cavendish, l'invite à passer sa convalescence dans la magnifique demeure de Styles Court. Hastings séjourne à Styles, un manoir exceptionnel situé au bout d'une longue allée. Les éléments qu'on associe au roman d'Agatha Christie sont déjà présents. Elle nous fournit un plan de la maison, ce qui indique qu'on doit considérer l'histoire comme une énigme. Mais la vie à Styles est loin d'être simple. Emily Inglethorpe, la belle-mère de John, s'est remariée avec un homme plus jeune. Les proches de John ont des doutes sur ses intentions. Les personnages de Styles ont toutes les caractéristiques classiques des héros qu'on s'attend à rencontrer dans un roman d'Agatha Christie. On a une liste de suspects et de victimes de milieux bourgeois et de la haute société. Certains personnages s'intéressent de près à un héritage et se demandent s'ils ont des chances de le percevoir. Ceux-là ont de bonnes raisons de vouloir bouleverser l'arbre généalogique de la victime, si je puis dire. Lors de l'écriture du roman, Agatha Christie quitte son poste d'infirmière et devient préparatrice en pharmacie. C'est l'occasion pour elle de se documenter sur les poisons. Voilà pourquoi dans ses romans, les victimes meurent souvent intoxiquées. Madame Inglethorpe est retrouvée empoisonnée. La romancière s'est servie de ses connaissances pour bâtir son intrigue. Elle a longuement réfléchi à la manière dont un des suspects a pu lui administrer la dose de poison. Hastings propose de contacter un de ses vieux amis qui se trouve justement dans la région et qui, comme par hasard, est le plus grand détective du monde. C'est bien commode. Dans la mystérieuse affaire de Styles, Poirot fait appel à quelqu'un pour l'assister dans son enquête. Hastings? Good
J'ai joué le rôle du capitaine Hastings dans la série Hercule Poirot. Mon agent m'a décroché une audition, puis on m'a demandé de revenir pour faire des essais avec David Suchet. On a joué quelques scènes, ça s'est plutôt bien passé, et on m'a proposé le rôle. Ce sont des personnages très différents. Hastings est beaucoup plus bavard que Poirot. Poirot a une intelligence extraordinaire. Il a un esprit analytique. Il est ordonné et méticuleux. Hastings, c'est tout le contraire. You say to me that Madame Inglethorpe ate very little for supper. Yes. One of those curious little facts, mon ami. We put it here. Le détective a besoin de deux éléments. Un interlocuteur à qui il explique son raisonnement, mais aussi un acolyte qui mène le public sur de fausses pistes. On a un petit temps d'avance sur Hastings, parce que Poirot va dire quelque chose du genre « Si vous ne voyez pas ce que je vois dans cette pièce, mon cher Hastings, vous êtes encore plus idiot que je le croyais. » Cette phrase nous titille. On se demande ce que Poirot a vu et qui échappe à Hastings. On se flatte d'être plus intelligent que Hastings, mais on ne voit toujours rien. Le détective belge est apparu une dizaine de fois sur le grand écran, incarné par des acteurs reconnus comme Peter Ustinov, Albert Finney et Kenneth Branagh. Mais ce n'est qu'au bout de 70 ans qu'il a fait ses débuts à la télévision. La production de cette première adaptation n'a pas été une mince affaire. Ma mère, Pat Sands, était productrice pour la télévision. Elle a convaincu la famille de l'autoriser, ma mère, a adapté Agatha Christie pour le petit écran. Quand elle était encore en vie, cette dernière avait dit « Ce sera le cinéma sinon rien ». Ma mère m'a raconté qu'elle s'était présentée devant le conseil d'administration pour faire la démonstration de sa connaissance approfondie de l'œuvre d'Agatha Christie. La diffusion de la série Hercule Poirot commence en 1989. Dans les 70 épisodes produits, c'est David Suchet qui incarne le détective. Aux yeux du public, il s'impose comme le meilleur interprète du personnage. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique. Je crois qu'on peut dire qu'il incarne Hercule Poirot à la perfection. Quand je lis un roman d'Agatha Christie qui met en scène Poirot, c'est David que je vois. L'approche du rôle par David Suchet est devenue légendaire. Il portait une combinaison pour paraître plus gros. Donc on lui avait fabriqué un genre de support en bois sur lequel il s'appuyait entre les prises. Il se reposait comme ça et buvait son thé. Il était constamment dans la peau de son personnage. Sur le plateau, je n'ai jamais parlé à David Suchet, l'acteur. Même quand on déjeunait, il était Hercule Poirot. Il y a eu un moment amusant pendant le tournage de La mort dans les nuages, dont quelques scènes ont été filmées à Paris. On travaillait avec des techniciens français et britanniques. David est arrivé et a dit « Bonjour, bonjour mes amis ». Le premier assistant lui a répondu « Bonjour David » et il s'est mis à lui parler en français à toute vitesse. Bla bla bla, bla bla bla. David n'a pas compris un seul mot parce qu'il ne parlait pas français. Du moins, pas aussi bien qu'on aurait pu le croire. La présentation de Poirot et Hastings et de leur collaboration n'est qu'un des éléments clés de la mystérieuse affaire de Styles. Agatha Christie a aussi mis en place une séquence cruciale qui revient dans les romans suivants. L'idée lui a été suggérée par ses éditeurs. Mesdames et messieurs, good evening. Au départ, la scène finale de la mystérieuse affaire de Styles se déroulait dans un tribunal. L'éditeur a encouragé Agatha Christie à la remanier. Elle a tout repris et c'est comme ça qu'a été créée la grande révélation au salon. Agatha Christie a inventé cette séquence finale dans laquelle Poirot réunit tous les protagonistes. Et on sait que le tueur est parmi eux. Poirot s'adresse à chacune des personnes présentes et dit « Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être vous ». Et on attend impatiemment le coup de grâce. And yet, Madame Inglethorpe ordered a fire to be lighted in her room. Why? Because she wanted to burn something. Précisément, Inspector Japp. Un inspecteur de Scotland Yard ne s'y prendrait pas comme ça. Mais il fallait faire avec parce que c'était la méthode de Poirot. C'est un des éléments essentiels du genre et de l'œuvre d'Agatha Christie. La grande révélation au salon est révolutionnaire.
Elle a été adoptée par de nombreux auteurs de romans policiers et s'est imposée dans les séries télévisées, comme Meurtre au paradis. Après le succès de son premier ouvrage, la romancière écrit 4 autres livres. En 1926, sa carrière est lancée. Avec son mari, Archie, elle s'installe dans une maison neuve à Sunningdale, dans le comté de Berkshire. La demeure est baptisée Styles. Le couple a une fille, Rosalind. Puis, Agatha Christie publie un roman qui confirme son succès et redéfinit le genre policier. Cette fois encore, un meurtre est commis dans un village anglais. Mais l'histoire s'achève sur un coup de théâtre remarquable. Le meurtre de Roger Ackroyd est le mystère le plus audacieux et le plus original de l'autrice. Il y a un parti pris osé et inattendu. Il s'agit d'un des rebondissements les plus incroyables du genre. C'est avec ce roman qu'elle s'est vraiment fait un nom. Le meurtre de Roger Ackroyd a quelque chose d'unique, mais je peux pas en parler sans révéler la fin. L'histoire se déroule dans un village britannique typique, Kings Abbot. L'action se passe dans 2 manoirs. Le premier appartient à Roger Ackroyd et le second à Madame Ferrars. Ces 2 personnages sont amants. Puis Madame Ferrars se suicide. Et on apprend qu'elle a mis fin à ses jours parce qu'elle était victime de chantage. Il se trouve qu'Hercule Poirot réside justement dans le village de Kings Abbot. Il a pris sa retraite et son acolyte n'est pas là. Agatha Christie a vite compris que Hastings la gênait dans ses intrigues. Du coup, c'est avec plaisir qu'elle l'a fait se marier et partir en Argentine. Le narrateur du meurtre de Roger Ackroyd est le docteur Shepard, le voisin de Poirot. Le docteur Shepard a le rôle de Hastings dans cette histoire. Il accompagne Poirot, qui lui expose son raisonnement. Poirot et le docteur Shepard deviennent bons amis. Shepard veut à tout prix aider Poirot à démasquer le meurtrier. Ce qui est intéressant quand on connaît la suite. Il y a aussi la sœur de Shepard, Caroline. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans le village. Et ce qu'elle ne sait pas, elle s'arrange pour le découvrir. Le coup de théâtre final a été soufflé à la romancière par 2 personnes différentes. D'une part, le mari de sa sœur Madge, et d'autre part, un membre de la famille royale. The murder of Roger Ackroyd has been a very decided success, partly, of course, of having found an original twist for a detective story plot. This, which I must say, I owe mostly to my brother-in-law's chance remark. As a matter of fact, same idea, though in a different form, was suggested to me by no less a person, Lord Louis Mountbatten. Le secret de Roger Ackroyd se cache dans chaque phrase du livre. Je l'ai relu uniquement pour voir s'il y avait des phrases qui ne tenaient pas la route ou qui contredisaient la fin. Et croyez-moi, je n'ai rien trouvé. C'est formidable de relire cette histoire pour le plaisir de repérer les indices qu'elle a cachés un peu partout. L'adaptation du roman pour la télévision s'est révélée très délicate. J'ai adapté un grand nombre de nouvelles et de romans d'Agatha Christie. À chaque fois, ça a été complexe. On décompose l'histoire avant de la reconstruire, mais la transposition du récit à l'écran n'est vraiment pas évidente. Dans ce cas précis, il est impossible de raconter l'histoire telle qu'elle est narrée dans le livre. Dans l'adaptation avec David Suchet, le rebondissement final a été gommé et l'intrigue est présentée de façon plus conventionnelle. Le meurtre de Roger Ackroyd est publié au Royaume-Uni en 1926 et remporte un franc succès. Mais la surprise finale fait écho à un événement inattendu dans la vie d'Agatha Christie.
Le livre séduit le public. Agatha Christie devient une star. Mais en privé, la romancière connaît des difficultés. C'est fou que le meurtre de Roger Ackroyd soit sorti en 1926, parce que c'est justement cette année-là qu'elle a eu des problèmes personnels assez sérieux. Peu après la publication du roman, sa mère meurt. Elle adorait sa mère, Clara. Une femme menue, mais d'une force extraordinaire. C'était la mère parfaite. Alors qu'elle trie les affaires de sa mère dans la maison familiale, Archie lui annonce qu'il veut divorcer. Tel un de ces personnages de roman, elle se sent profondément trahie. Archie avait rencontré une autre femme et tout s'est effondré. Elle était déjà très affectée par la mort de sa mère, donc Archie a vraiment mal choisi son moment. Cette annonce marque le point de départ d'une série d'événements presque aussi mystérieux que ses romans. Le soir du 3 décembre 1926, Agatha Christie, alors âgée de 36 ans, quitte son domicile de Sunningdale, dit au revoir à sa fille endormie et part au volant de sa voiture sans dire un mot à personne. Le lendemain matin, le véhicule est retrouvé dans le comté de Surrey, abandonné près d'un étang, sur une colline. Son permis de conduire et un manteau de fourrure se trouvent à l'intérieur. Mais Agatha Christie, elle, s'est volatilisée. Les médias se sont emparés de l'histoire. Quelque part, ça l'a rendue encore plus célèbre. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre. Des milliers de personnes sont parties à sa recherche dans la campagne anglaise. On a dragué le fond des lacs. C'est allé très loin. 11 jours plus tard, quelqu'un la reconnaît dans un hôtel à Harrogate. Elle refuse de s'expliquer et rechignera à donner des interviews jusqu'à la fin de sa vie. Que s'est-il passé entre sa disparition à Sunningdale et le moment où elle a refait surface à Harrogate? Personne ne le sait. C'est encore plus mystérieux qu'une de ces histoires. J'espère secrètement qu'elle a tout expliqué dans une lettre qui se transmet de génération en génération dans notre famille, et qu'un jour je serai fixé. Je n'y crois pas trop, mais qui sait? Peut-être que mon père a l'enveloppe et qu'un jour il me la remettra. Malgré le succès international du meurtre de Roger Ackroyd, Agatha Christie commence à se lasser de Poirot. Pour créer un nouveau héros, elle s'inspire d'un des personnages de son dernier roman. Why, Hercule? Madame Shepard. Isn't it terrible about poor Parker? Le personnage de Caroline Shepard a influencé la conception du nouveau détective d'Agatha Christie. Il apparaît dans le roman suivant. C'est l'un des récits les plus célèbres de l'écrivaine, qui relate un meurtre commis dans un autre village paisible. J'apprécie beaucoup ce roman, parce qu'on sent qu'Agatha Christie prend du plaisir à raconter son histoire. Le nouveau détective d'Agatha Christie n'est autre qu'une vieille fille, Miss Marple. Fouineuse, soupçonneuse, sceptique, curieuse, discrète, une mamie, douce en apparence, machiavélique. Quelle idée de génie d'avoir imaginé une vieille dame plus futée que le chef de Scotland Yard. I just had the idea, an old spinster lady living in a village, the sort of old lady who would have been rather like some of my grandmother's cronies. Après les épreuves qu'elle a vécues, ça a dû lui faire du bien de redonner vie aux femmes de son enfance. But she had this in common with my grandmother, that although a completely cheerful person, she always expected the worst of anyone and everything, and was with almost frightening accuracy usually proved right. Nothing goes past you, Miss Marple, does it? Hardly ever. Elle est curieuse, peut-être un peu comme Agatha,
elle remarque tout ce qui se passe autour d'elle. Si elle est en train de tailler un rosier, elle s'interrompt pour regarder qui passe devant chez elle. Miss Marple n'a pas vécu énormément de choses. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas connu les émotions puissantes qui peuvent pousser à commettre un meurtre. Mais elle sait les reconnaître. L'histoire se passe dans le charmant village de St. Mary Mead. Agatha Christie n'a jamais vécu dans un village comme St. Mary Mead, mais les descriptions qu'elle en fait sont très finement observées. Un des habitants n'est pas du tout apprécié des villageois, le colonel Prothero. I expect to see a full set of parish accounts, or I'm going to take this matter further. Yes? Is that quite clear? Tout le monde le déteste. Il a des ennemis partout. Tout indique que ce sera lui la victime de l'histoire. Par ailleurs, il y a un beau jeune homme qui fait des portraits des habitants. Il se passe ce qu'on imagine. Il y a aussi un groupe de 3 vieilles dames qui forment une sorte de version britannique et moderne du chœur grec. Madame Hartnell, Madame Price Ridley et Madame Weatherby. Elles font la pluie et le beau temps et terrifient le pasteur. On retrouve le colonel dans le bureau du pasteur avec une balle dans la tête. Il y a quelques suspects évidents. D'ailleurs, plusieurs personnages avouent avoir commis le meurtre. Il y a beaucoup de fausses pistes. Et en fin de compte, on découvre que l'explication est très simple. Miss Marple fait sa première apparition à l'écran 32 ans après la sortie de l'affaire Prothero. Le rôle est interprété par Margaret Rutherford à la télévision et par Angela Lansbury au cinéma. En 1984, la BBC produit une série consacrée à Miss Marple avec John Hickson dans le rôle principal. John Hickson était absolument formidable. Elle n'était pas assez célèbre pour tenir le rôle au cinéma, mais Agatha Christie lui a écrit qu'elle était la parfaite incarnation de Miss Marple. Je me souviens que John Hickson m'a épatée. En 2004, ITV a produit une nouvelle série adaptée des histoires de Miss Marple. D'abord avec Geraldine McEwan, puis avec Julia Mackenzie. Geraldine McEwan joue le rôle de façon assez exubérante, tandis que Julia Mackenzie est revenue aux fondamentaux. Elle reste en arrière-plan pour observer. Elle essaie de ne pas se faire remarquer. Le public est vite séduit par Miss Marple, aussi bien dans les romans que dans les adaptations. Ce personnage du détective au style décalé a quelque chose de réconfortant dans un monde qui se remet de la Première Guerre mondiale. En 1928, le divorce d'Agatha Christie et d'Archie est prononcé. Elle a le droit de garder son nom d'épouse, mais après le scandale de sa disparition, elle est sans cesse traquée par la presse. Elle décide donc de quitter l'Angleterre pour s'installer à Bagdad. Elle a entendu parler de cette ville et a eu envie de la découvrir. Ça prouve qu'elle aimait l'aventure. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que c'était très courageux à l'époque pour une femme de voyager seule. Surtout pour rejoindre une destination aussi lointaine. En Irak, la romancière se découvre une passion pour l'archéologie. Lors d'un deuxième voyage dans le pays, elle fait la connaissance d'un jeune archéologue, Max Mallowan. Ils tombent amoureux et se marient dès leur retour en Angleterre. Pendant ces voyages, Agatha Christie continue d'écrire. Ses séjours à Bagdad ont fortement influencé un de ses romans, une histoire pleine de glamour et de mystère qui a inspiré 2 grands films hollywoodiens. Au lieu de voyager en bateau à vapeur, Agatha Christie choisit de prendre le train. L'un de ses plus célèbres romans est publié en 1934. L'histoire se passe à bord de l'Orient Express, le train qu'elle a pris pour quitter l'Europe. Elle est au sommet de son art avec ce roman. Mais c'est compliqué d'en parler sans dévoiler la fin. On peut dire que c'est son plus grand chef-d'œuvre. La résolution est une des plus brillantes. C'est peut-être même la plus intelligente de tout le genre policier.
Hercule Poirot se retrouve à Istanbul et prend le train pour rentrer en Angleterre. Il réussit à prendre un billet de 2e classe dans le célèbre Orient Express. À bord du wagon pour Calais se trouve un éventail de personnages éclectiques, dont une princesse et des hommes d'affaires. Poirot fait la connaissance de Monsieur Ratchet, un Américain qui lui demande de le protéger. Il a reçu des menaces de mort. Poirot le regarde et lui dit « Votre tête ne me revient pas ». Quelques heures plus tard, Ratchet est tué de plusieurs coups de couteau. L'intrigue est inspirée d'une histoire vraie. En 1932, le fils de Charles Lindbergh, le célèbre aviateur, a été enlevé et tué. Agatha Christie avait certainement entendu parler de cette histoire tragique. En plus, lors d'un de ses voyages, son train avait été bloqué à cause de la pluie, pas de la neige. Il est resté immobilisé plusieurs heures. Elle a associé ces deux idées pour écrire un chef-d'œuvre. Le train est arrêté à cause des intempéries. Personne ne peut sortir. L'ambiance est très oppressante. Agatha Christie a réussi à emprisonner ses personnages dans un environnement clos, le wagon du train. The detective Hercule Poirot believes that the murderer is still on the train with us. Très vite, on comprend qu'aucun des passagers présents n'a pu tuer Ratchet parce que chacun voit son alibi confirmé par quelqu'un d'autre. Au fil de l'histoire, la romancière évoque le kidnapping et le meurtre du petit Lindbergh. L'affaire est très complexe. Ce n'est pas un simple crime crapuleux. À la fin, Poirot livre son analyse. Sa solution est la seule qui puisse expliquer le crime, et pourtant, à aucun moment, le lecteur ne l'a envisagé. Mais Poirot se heurte à un dilemme, car M. Ratchet était quelqu'un de très antipathique. He deserved to be executed for what he did, and the world knows it was a prophecy that he was not! Avons-nous le droit de faire justice nous-mêmes si le système judiciaire n'a pas fonctionné comme il aurait dû? C'est une question très vaste, et toute l'histoire repose dessus. Poirot propose deux explications. Dans la première, il met en cause un meurtrier anonyme qui a disparu. Dans la seconde, il identifie le véritable tueur. Il laisse le directeur de la compagnie des trains choisir la meilleure version, et en fin de compte, le tueur n'est pas arrêté. Le crime de l'Orient Express a été adapté pour le cinéma à 2 reprises. La version la plus récente a été réalisée en 2015 par Kenneth Branagh, qui tient également le rôle d'Hercule Poirot. Quand j'ai vu Kenneth Branagh jouer Hercule Poirot, je l'ai trouvé parfait dans ce rôle. Le public a été surpris de voir Kenneth Branagh avec cette moustache. Dans l'imaginaire collectif, le détective est aussi plus petit et corpulent que l'acteur. Mais il a démontré que le personnage pouvait être entièrement réinventé. Sidney Lumet, qui a réalisé le film de 1974, a réussi à convaincre les plus grands acteurs de l'époque de participer à sa superproduction. Avec le crime de l'Orient Express, Sidney Lumet a eu une idée de génie. Il a été le premier à réunir une distribution de stars pour un film policier. Le premier grand acteur à donner son accord est Sean Connery. Dès qu'il a accepté, les autres acteurs ont suivi. Sous les traits d'Albert Finney, Poirot est intelligent, égocentrique et vaniteux. Certains y voient l'interprétation la plus fidèle. La première fois que j'ai vu une adaptation d'une histoire d'Hercule Poirot, c'était Le crime de l'Orient Express avec Albert Finney. Je me souviens avoir vraiment adoré. Poirot, tel qu'il est joué par Albert Finney, est plus impressionnant, plus imposant, plus exubérant. C'est la seule adaptation au cinéma qu'Agatha Christie ait vue. Elle a assisté à la première en 1974 lors d'une de ses dernières apparitions publiques. Elle s'est dite satisfaite de la prestation d'Albert Finney. L'écrivaine compte bien mettre en scène son héros dans d'autres contrées exotiques. Son roman suivant remporte un grand succès et l'adaptation au cinéma est un triomphe. Agatha Christie est désormais une des autrices les plus célèbres du monde, ce qui ne l'empêche pas de continuer à voyager. On raconte même que ce serait la première occidentale à s'être mise debout sur une planche de surf. Elle est également souvent présente aux côtés de son mari, Max Mallowan, lors de ses fouilles archéologiques. Le thème de l'archéologie est fréquemment abordé. Elle était très heureuse d'assister aux fouilles. Pendant un voyage en Égypte,
elle trouve l'inspiration pour un nouveau roman mettant en scène Poirot. Ce récit, construit autour d'un crime passionnel, se déroule dans les paysages époustouflants du pays des pharaons. Mort sur le Nil est un des romans les plus courts d'Agatha Christie. Mais ses décors exotiques et ses personnages complexes en ont fait l'un des plus célèbres. Mort sur le Nil, c'est le premier roman d'elle que j'ai lu. J'adore Mort sur le Nil, ça a marqué mon enfance. Dans le genre policier, cette histoire est absolument parfaite. Mort sur le Nil met en scène Lynette Doyle, une riche héritière américaine qui s'éprend du fiancé de sa meilleure amie et l'épouse sur le champ. Les tourtereaux rejoignent l'Égypte pour leur lune de miel. L'ex-fiancé du jeune homme qui n'a pas accepté la rupture les suit jusqu'en Égypte. Lynette! What a simply divine surprise. We just can't stop bumping into each other, can we? Hello, Simon. Au cœur du roman, il y a ce triangle amoureux, cette trahison et la question de ce qu'on est prêt à faire par amour. C'est vraiment très fort. Cette fois encore, l'histoire est un huis clos. L'autrice a emprisonné ses personnages sur un bateau de croisière sur le Nil. Pendant la croisière, une altercation a lieu. Mr. Belfort! Shoot you like a dog, like the dirty dog you are! Elle lui tire dans la jambe. Alors que tout le monde s'attroupe autour de lui, sous le choc, Lynette est assassinée. Par chance, l'un des passagers n'est autre qu'Hercule Poirot. Plusieurs personnes ont de bonnes raisons de vouloir tuer Lynette. Ça paraît assez classique au départ, mais la résolution est surprenante et très inventive. Mort sur le Nil est adapté au cinéma en 1978. Peter Ustinov incarne Hercule Poirot, rôle qu'il tiendra à 6 reprises au cours de sa carrière. Il confère au personnage maladresse et légèreté. J'aime beaucoup Peter Ustinov dans le rôle de Poirot. C'est peut-être surprenant, mais j'adore sa façon de le jouer. L'interprétation de Poirot par Ustinov est plus douce. Il apparaît comme quelqu'un qu'on aurait envie d'inviter à dîner chez soi. Peter Ustinov était un grand conteur, et on le perçoit dans sa façon d'incarner Poirot. Comme Le Crime de l'Orient Express, ce film est porté par une distribution d'exception. C'est une affiche de rêve. Il y a Maggie Smith, Bette Davis. Tous ces acteurs sont prestigieux et remarquables. Dans sa nouvelle version, Kenneth Branagh endosse à nouveau le costume d'Hercule Poirot. Cette nouvelle adaptation de Mort sur le Nil nous plaît beaucoup. On a travaillé avec Michael Green, qui avait déjà adapté Le Crime de l'Orient Express. Il a réussi à s'approprier l'histoire et à la mettre au goût du jour, et ce, sans la modifier en profondeur. La distribution est incroyable. Kenneth Branagh reprend le rôle de Poirot, mais il y a aussi Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Annette Bening. Comme les acteurs sont plus jeunes que dans la première version, l'atmosphère est différente. Je pense que le public sera conquis. À la fin des années 30, la tension monte partout en Europe. Agatha, Max et Rosalind habitent dans le quartier chic de Kensington, à Londres. La romancière continue à écrire. Dès qu'elle en a la possibilité, elle retourne dans la maison familiale d'Ashfield, à Torquay, dont elle garde de doux souvenirs d'enfance. Elle a passé une bonne partie de sa jeunesse sur les plages du comté de Devon, comme Anstice Cove ou Midfoot, à jouer comme tous les enfants. Son enfance est la période la plus heureuse de sa vie. Comme elle a une grande différence d'âge avec son frère et sa sœur, elle passe ses premières années avec sa mère. Sa mère a été pendant quelque temps une fervente adepte de sciences chrétiennes et elle avait des idées très arrêtées en matière d'éducation. Agatha ne devait pas apprendre à lire. Elle vivait dans un monde imaginaire. Elle inventait des univers et des jeux. Elle n'est pas allée à l'école, et sa mère refusait qu'elle apprenne à lire avant l'âge de 7 ou 8 ans. Mais en secret, Agatha a appris à lire seule.
Je crois même qu'elle s'est instruite sans l'aide de personne. I never had any education. Apart from being taught a little arithmetic, I'd had no lessons to speak of at all. But I found myself making up stories and acting the different parts. Sa carrière de romancière trouve donc son origine dans son enfance à Ashfield. Le comté de Devon continue de l'influencer des années plus tard, et elle séjourne régulièrement dans un hôtel sur la côte. À marée basse, on peut s'y rendre à pied par la plage. Mais à marée haute, il est complètement inaccessible. L'hôtel se trouve sur Burr Island, le lieu qui a inspiré le roman policier le plus célèbre de tous les temps. Dans ce roman à suspense, les personnages sont pris au piège sur une île. Si je devais choisir mes 3 romans policiers préférés, ils seraient sûrement dans la liste. Le livre repose sur une formule qui fait mouche. On n'y retrouve ni Hercule Poirot, ni Miss Marple. C'est une histoire complètement originale. I wrote the book because it was so enormously difficult to do. The idea fascinating, and it is a very difficult technical accomplishment. I wrote the book, and I was pleased with what I had made of it. It was clear, straightforward, quite baffling, yet had a perfectly sound and reasonable explanation. Ils étaient 10 se déroule à huis clos. En 1939, l'Europe est sur le point d'entrer en guerre. 10 personnes qui ne se connaissent pas sont invitées sur l'île du Soldat, au large du Devon. Un groupe de personnes qui ne se sont jamais rencontrées sont invitées pour un week-end par un certain Ewan Owen. Le premier soir, les invités écoutent un disque. Une voix accuse chacun d'avoir commis un meurtre. Ils ont tous tué quelqu'un et l'heure de la vengeance a sonné. Les uns après les autres, les invités sont assassinés. Sans l'aide d'Hercule Poirot ni de Miss Marple, les invités tentent de démasquer le tueur. L'histoire est de plus en plus captivante. On comprend qu'il n'y a personne d'autre sur l'île. Donc le tueur se trouve parmi les 10 personnes. Impossible de s'enfuir. Le petit bateau est introuvable. Les invités ne peuvent pas quitter l'île. Et ils sont tués les uns après les autres, comme dans la comptine affichée sur le mur de chaque chambre de la demeure. Pour la première fois, Agatha Christie détourne cet élément enfantin et innocent à des fins plus sinistres. Ce procédé sera repris dans de nombreux films hollywoodiens comme Shining ou L'Exorciste. C'est comparable à la poupée dans un film d'horreur. Elle a repris cette innocente comptine que chantent les enfants pour en faire un accessoire essentiel du meurtre. Parmi les titres de ses œuvres, on retrouve 1, 2, 3, 5 petits cochons, La souricière et Ils étaient 10. 7 little soldiers chopping up sticks. One chopped himself in half, and then there were 6. Ils étaient 10 est l'œuvre d'Agatha Christie qui compte le plus grand nombre d'adaptations. En 2015, Mammoth Screen et la société Agatha Christie ont produit une mini-série ambitieuse pour la BBC à l'occasion du 125e anniversaire de la naissance de la romancière. Cette adaptation était un projet sensationnel. Le roman a eu un retentissement incroyable. Sans lui, de nombreux films d'horreur n'auraient jamais vu le jour. Je pense par exemple à Freddy, les griffes de la nuit ou Halloween. C'est son roman le plus sombre, mais cette ambiance est au service de l'histoire. C'est un véritable coup de maître. Agatha Christie était une femme discrète de la classe moyenne, mais elle en connaissait un rayon sur le meurtre. On peut se demander comment elle en est venue à savoir tout ça. Elle cachait bien son jeu. En 1938, Agatha Christie est une autrice acclamée dans le monde entier. Elle vend Ashfield, sa maison d'enfance, et acquiert un domaine baptisé Greenway dans le Devon. Un jour, alors qu'elle était au bord du fleuve, elle a déclaré que c'était le plus bel endroit du monde. Ici, elle pouvait être à la fois Madame Malowan et Agatha Christie. Elle pouvait oublier sa célébrité. C'était un lieu vraiment magique.
et merveilleux, qui lui offrait la possibilité de se retirer du monde. Mais un événement vient interrompre cette existence paisible à Greenway. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, l'US Navy réquisitionne sa demeure. Agatha s'installe alors à Londres, où les bombardements commencent. Tous les quartiers de Londres ont été touchés par les bombardements. Elle a dû connaître la peur et cette vie très particulière. Malgré les attaques aériennes, elle continue d'écrire. I never found any difficulty writing during the war. I had written 2 books during the first years. This was in anticipation of my being killed in the raids, which seemed to me in the highest degree likely. En 1942, sort un nouveau roman qui met en scène Hercule Poirot. L'intrigue est différente des autres enquêtes du détective belge, puisque le récit se déroule 16 ans après le meurtre. De tous les romans d'Agatha Christie, je dirais que 5 petits cochons est celui qui met en scène le meurtre le plus marquant. Agatha Christie n'a pas souvent employé cette structure très contrainte, complètement focalisée sur le meurtre. Au-delà de l'histoire elle-même, 5 petits cochons est donc un roman à part dans sa bibliographie. 5 petits cochons est le 25e roman de la série Hercule Poirot. Mais il n'a rien à voir avec les précédents. Le meurtre a été commis 16 ans avant que le détective n'enquête. Alors comment parviendra-t-il à réunir des indices? Merci. Amyas Creil, peintre à succès, a été assassiné et sa femme Caroline a été jugée coupable du crime. Elle est morte en prison. Leur fille, Carla, affirme à Hercule Poirot qu'elle est convaincue de l'innocence de sa mère. And my mother was Caroline. L'intrigue se déroule au fil des entretiens avec 5 suspects, surnommés les 5 petits cochons. Évidemment, chaque version des faits varie légèrement. Les 5 personnages sont très bien construits. Elle écrit ce roman alors qu'elle travaille de nouveau comme préparatrice en pharmacie. Elsa, you should have a sniff. Le choix de l'arme du crime, un poison, n'est donc pas fortuit. I've never heard of this. It's distilled from the flowers of the spotted hemlock. Agatha Christie s'inspire de ce qu'elle connaît, de son métier, de sa vie privée. Et pour ce roman, elle a choisi un cadre familier. Le meurtre est commis dans le jardin d'Émias. C'est là qu'il meurt. Tel qu'elle décrit le jardin, on imagine un bel espace au bord d'un fleuve. Le cadre du roman n'est autre que Greenway, la propriété d'Agatha Christie. Elle distille indices et fausses pistes tout au long du récit. Les derniers mots d'Amias Creil sont « Tout a un goût infect aujourd'hui ». On pense qu'il parle de la bière, mais en réalité, il parle d'autre chose. C'est une des pirouettes qui donne tout son piquant au roman. Bloody rheumatism. Then the bell sounded for lunch and Meredith came to fetch me. So we left him. To die alone. La construction du livre est brillante. Poirot recueille les 5 témoignages et trouve la solution à partir de ce que les protagonistes ont dit et ce qu'ils ont vu, notamment l'expression faciale du peintre au moment de sa mort. 5 petits cochons est publié en 1942 aux États-Unis. 2 ans plus tard, la guerre prend fin en Europe, mais l'Angleterre de la fin des années 40 connaît de nombreux bouleversements. Les valeurs sont en train d'évoluer, ce qui se ressent dans un roman de la série Miss Marple, publié en 1950. Il porte un regard amusé sur un pays en pleine évolution et raconte un meurtre très audacieux. Le roman « Un meurtre sera commis le » ne se passe pas à St. Mary Mead, mais dans le village pittoresque de Chipping Cleghorn.
L'action du roman « Un meurtre sera commis le » se déroule après-guerre, dans un petit village peuplé de personnages charmants. L'histoire commence par une annonce publiée dans la gazette locale qui indique qu'un meurtre sera perpétré à telle adresse, à telle date, dans ce village. There's going to be a murder. What time? 7 o'clock this evening. Short notice. Les habitants du village lisent la gazette et se disent « Incroyable, un meurtre va être commis à Little Paddocks. » Listen to this. In the Gazette, a murder is announced and will take place on Friday, October the 5th, at Little Paddocks at 7 p.m. Puis le lecteur découvre le propriétaire de Little Paddocks qui réagit de la même façon. « Incroyable, un meurtre va être commis chez moi. » Intrigués, les gens du village se rendent sur les lieux à l'heure dite pour savoir ce qui va se passer. Ils pensent que c'est un jeu. Good evening. Good evening. Good evening. Evening. Good evening, Miss Blackwell. Good evening. This is jolly nice, isn't it? Here we are. Indeed, we are. I just popped in to see whether you might be interested in a kitten. A kitten. Chacun a trouvé un prétexte. Est-ce que vos poules pondent bien? Comment allez-vous? Puis quelqu'un arrive et dit « Pour le meurtre, c'est trop tard ?» Hello, Miss Blacklock. I'm not too late, am I? When does the murder begin? C'est vraiment bien réalisé et très drôle parce que c'est réaliste. Ça commence comme un jeu, comme une partie de loup-garou. À l'heure dite, la lumière s'éteint. On découvre un cadavre, mais ce n'est pas la personne qu'on imaginait. Good God. The man's dead. On se demande qui a élaboré le scénario et on se dit que le tueur se trouve forcément parmi les habitants présents ce soir-là. Heureuse coïncidence, Miss Marple loge à l'hôtel du village. Elle prend part à l'enquête. Elle connaît le village et ses habitants. You know, Inspector, some of the best murderers are women, especially in an English village. You turn over a stone, you have no idea what will crawl out. L'intrigue serpente entre fausses pistes et identité secrète. L'enquête est passionnante. C'est un excellent roman policier très bien ficelé. Tous les principaux indices sont sous notre nez. On les voit, mais la solution nous échappe. Comme la plupart des romans d'Agatha Christie, Un meurtre sera commis le dépeint la société britannique de son époque. Elle brosse un portrait fascinant du Royaume-Uni d'après-guerre. Elle évoque les difficultés des Britanniques, le rationnement, et le fait que pour certains qui s'étaient habitués à un niveau de vie aisé avant la guerre, la situation s'était nettement dégradée. C'est un monde où les Britanniques sont rationnés, où des émigrés affluent d'Europe. Tous les anciens systèmes de valeurs s'écroulent. La bourgeoisie se bat pour conserver son niveau de vie, mais c'est de plus en plus compliqué. Tout le monde espère embaucher la même femme de ménage. En 1985, le roman est adapté dans un épisode de la série Miss Marple de la BBC. John Hickson endosse le rôle de la détective pour la 3e fois. On l'appelait Miss Hickson, jamais John. On l'appelait John qu'au bout d'un certain temps, quand elle nous le demandait. C'était une expérience formidable. J'ai adoré ce tournage. Pour un acteur ou une actrice britannique, c'est un rite initiatique de jouer dans une adaptation d'Agatha Christie. C'est un honneur pour moi d'avoir joué dans 3 adaptations. Ces personnages sont vraiment extraordinaires. Une nouvelle ère s'annonce. Au début des années 60, Agatha Christie, alors âgée de 70 ans, observe un monde qui change à toute vitesse. Ces évolutions sont perceptibles dans son roman suivant. Dans ce polar, le surnaturel, les sorcières et le poison occupent une place de choix. Il est cependant très éloigné de ce à quoi elle a habitué son public.
Ce roman se déroule à la fois dans un village anglais et dans les quartiers chics de Londres. Le cheval pâle a un ton différent. Le cadre, les lieux où se passe l'histoire sont différents. L'action se déroule à Londres dans les années 60. L'ambiance est résolument moderne. Ce n'est pas un roman policier classique. Agatha Christie s'est toujours beaucoup intéressée au surnaturel. Avec cette histoire, elle a réussi à associer crime et surnaturel. Dans Le Cheval pâle, aucun signe de Miss Marple ni d'Hercule Poirot. Le roman met en scène Mark Easterbrook, un historien qui se prend de passion pour le monde surnaturel lors de son passage au village de Much Deeping. Au début du roman, on a la chair de poule. L'ambiance est assez angoissante. Il y a de nombreuses allusions à la magie et au surnaturel. Le village est le théâtre d'événements étranges, et Mark tente d'y voir clair. Il découvre qu'il figure sur une mystérieuse liste de personnes tuées récemment. Do you know anyone on this list? Omerod, Sanford, Hesketh, Dubois, Shaw, Tuckerton, Ardingly. Mark essaie de comprendre la signification de la liste, d'en savoir plus sur ces gens et de trouver un point commun entre eux. Lors de son enquête, Mark est amené à faire la connaissance de 3 sorcières. Les sorcières ont un lien avec cette liste, mais on ne sait pas trop lequel. What do you want? I want you to set me free. J'ai joué le rôle de Theresa Gray, l'une des 3 sorcières. Elle est douée de télépathie. All we do is read cards and tea leaves. What if that's all we can do? Les sorcières sont les principales suspectes, parce qu'elles évoluent dans le monde surnaturel. C'est un univers qui effraie beaucoup les gens. Le Cheval pâle a été adapté pour la télévision en 1996 et à nouveau en 2010. Cette seconde version s'éloigne nettement du roman, puisqu'elle fait intervenir Miss Marple, incarnée par Julia Mackenzie. En 2019, la scénariste Sarah Phelps a écrit une mini-série de 2 épisodes adaptés du roman. Là encore, l'histoire a été remaniée. Le fait que Le Cheval pâle ait pu être adapté à 3 reprises, avec des résultats très différents, démontre que les romans d'Agatha Christie sont des œuvres très fortes. Sarah a pris des libertés. Elle a modifié certains éléments de l'intrigue. C'est la preuve que les histoires d'Agatha Christie peuvent être adaptées de plusieurs manières et qu'elles ont une portée différente selon l'époque. Certains inconditionnels de la romancière ne sont pas conquis. Les avis sont partagés et ce n'est pas surprenant. Le public peut avoir du mal à accepter les changements parce qu'il est attaché à l'histoire telle qu'il la connaît. Mais il y a aussi de grands admirateurs d'Agatha Christie qui sont ravis de découvrir une nouvelle interprétation des classiques. Je pense que c'est une évolution positive. Ces romans sont remis au goût du jour et adaptés pour un public plus jeune. C'est très bien. L'ambiance de Londres à la veille des années 60 est décrite en détail dans le roman, comme si Agatha Christie se faisait petit à petit à ces bouleversements. On perçoit l'atmosphère de l'époque à laquelle le roman a été écrit. Mais on sent aussi qu'Agatha a vieilli et qu'elle désapprouve un peu le comportement de ces jeunes femmes qui arpentent King's Road en jupe courte. Cela devait certainement lui sembler scandaleux. C'est attendrissant de découvrir cette facette de sa personnalité. Goodbye, Mark. Don't ever come here again. En 1975, 55 ans après la parution de son premier roman, Hercule Poirot est toujours son héros le plus apprécié. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Agatha Christie, certaine de périr dans les bombardements, a donc écrit le dernier volet de la série intitulé « Hercule Poirot quitte la Seine ». Elle l'a déposé dans le coffre d'une banque pour qu'il soit publié après sa mort.
Au milieu des années 70, Agatha Christie avait plus de 80 ans. Elle n'était plus en mesure d'écrire un nouveau volet de la série Hercule Poirot, et à vrai dire, ça ne la tentait plus vraiment. Sa fille Rosalind en a discuté avec elle et lui a dit « Tu devrais peut-être envisager de publier Hercule Poirot quitte la scène ». Agatha Christie lui a donné l'autorisation de récupérer le manuscrit et le roman est sorti à la fin de l'année 1975. Ce dernier opus relate une affaire controversée et le crime le plus choquant jamais imaginé par Agatha Christie. C'est très compliqué de parler d'Hercule Poirot quitte la scène sans révéler la fin. En tout cas, tout le monde sait que Poirot meurt à la fin du roman. C'est un roman extraordinaire. S'il ne compte pas parmi mes préférés, c'est sûrement parce qu'Hercule Poirot meurt à la fin. Je ne peux pas le classer dans mes préférés parce qu'il meurt. C'est trop dur. L'affaire se déroule à Styles, là où tout a commencé. Mais dans la demeure, tout a changé. Styles n'a plus rien du beau manoir qu'on a connu. C'est devenu une pension de famille. L'ambiance y est triste. Poirot est en convalescence à Styles. C'est désormais un vieil homme affaibli. Dans ce dernier roman, Hercule Poirot est diminué. Il est en fauteuil roulant, il a maigri et beaucoup vieilli. On découvre un Poirot très frêle dans cette dernière adaptation. C'est douloureux de le voir comme ça lorsqu'on suit la série depuis près de 25 ans. Hastings. Oh, Hastings, my dear, dear Hastings. Poirot, old chap. Oh, mon ami, mon ami. Agatha Christie fait revenir Hastings, et c'est très judicieux de sa part. Dans cette histoire, le personnage est vraiment épatant. And how are you? Me. I am a wreck. Non, a ruin. Hastings a vécu en Argentine avec sa femme. Quand elle meurt, il revient en Angleterre. On sent l'affection et le respect qu'il y a entre Hercule Poirot et lui. L'intrigue est librement inspirée d'Othello de Shakespeare. Dans cette pièce, Iago emploie la ruse pour pousser quelqu'un à commettre un meurtre. Agatha Christie s'est souvent inspirée de Shakespeare. Elle y fait fréquemment référence, d'une manière ou d'une autre. Dans Hercule Poirot quitte la scène, les clins d'œil à Othello sont très malins. Comme dans 5 petits cochons, Poirot enquête sur des meurtres anciens. Puis un nouveau crime est commis. Un crime qui a choqué le public. Le meurtre nous prend par surprise. Le tueur a un mobile intéressant. On pourrait presque dire qu'il a de bonnes raisons d'agir. Des raisons qui sont liées à son identité. Le livre s'achève sur un coup de théâtre exceptionnel. On aurait pu croire qu'Agatha Christie avait déjà imaginé tous les rebondissements possibles au cours de sa carrière. Mais avec ce dernier roman, elle en a trouvé un nouveau. The poison works and must be stopped. Hercule Poirot quitte la scène est aussi le dernier volet de la série télévisée qui compte 70 épisodes répartis sur 13 saisons. C'était très émouvant d'y participer, parce que c'était l'ultime épisode d'une longue série. Pour David Suchet, qui incarne le rôle titre, c'est le dernier épisode d'une impressionnante aventure. Not dead yet. Dans les dernières scènes qu'on a tournées, j'étais à son chevet et on discutait. J'étais bouleversé. J'ai même eu du mal à les jouer tellement l'émotion était forte. Avec cette série, David a vraiment accompli une prouesse. On était très heureux qu'il soit là jusqu'au dernier épisode. Mais on a tous eu un pincement au cœur. C'était triste. En 1975, quelques jours après la parution du livre, la nécrologie d'Hercule Poirot est publiée en une du New York Times. C'est une première pour un personnage de fiction. Le 12 janvier 1976, 4 mois après la sortie du dernier Hercule Poirot, Agatha Christie s'éteint paisiblement dans sa résidence de Wallingford. Les ouvrages écrits au cours de ses 56 ans de carrière
se sont vendus à 2 milliards d'exemplaires. C'est l'autrice la plus lue dans le monde. Agatha Christie avait un lien très particulier avec ses lecteurs. Je pense que c'est un des secrets de sa longévité. Elle a en quelque sorte observé la société tout au long du XXe siècle. Ses romans policiers sont des chroniques de vie très accessibles et pleines d'humour, des concentrés de ce qu'est la vie en Angleterre. Elle met un point d'honneur à raconter une histoire captivante et divertissante. Elle serait stupéfaite de voir qu'on parle d'elle encore aujourd'hui. Son œuvre rayonnera bien plus longtemps que celle des auteurs de l'âge d'or du roman policier, parce qu'elle a davantage de talent. Plus je me documente sur elle, plus je lis de livres à son sujet, et plus je suis fier d'elle. On continue de parler d'elle, de lui consacrer des documentaires et des livres, d'adapter ses œuvres. Et je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Agatha Christie continuera d'émerveiller les lecteurs de ses romans et les spectateurs de ses adaptations. Son œuvre prolifique perdurera à travers les âges. Un siècle après la publication de son premier roman, le succès de la reine du polar ne se dément pas. Parions qu'il durera de longues années encore.